We are Seven Truth. Seven Truth Entertainment. Merci à tout le monde d'avoir répondu présent à cette rencontre-là, sous l'initiative de mon fils Gassama, qui véritablement, je crois, est un artisan au service de l'éducation en général, mais en particulier le développement de sa commune. Remerciements également à M. Gueye et à toute l'amicale des étudiants et élèves ressortissants de Sangalkam, et vous demandez de l'accompagner, parce qu'encore une fois, c'est des initiatives salutaires, parce que lui, il investit là où la plupart même de vos hommes politiques n'investissent pas, ça veut dire simplement dans le domaine de l'éducation. Et donc, je connais sa passion, c'est pourquoi quand il m'a invité, je lui ai dit, j'ai fait presque les 14 régions, mon fils, je n'ai même plus de force, je tiens à peine, il me reste un peu de voix, mais je lui avais dit que je ne pouvais pas le décevoir lui, parce que c'est mon fils à moi, et je connais l'amour et la passion, comme j'ai dit, qu'il a pour sa commune, et c'est pour cette raison-là que j'ai décidé d'être là. Maintenant, rassurez-vous, c'est vrai que j'ai l'air fatigué, je le suis, mais comme je dis, vous êtes ma drogue. Quand je suis en face de vous, j'oublie un peu toute cette fatigue-là et je vais vous demander d'attacher très fort vos ceintures. Comme ça, ensemble, on va voyager dans le beau et vaste champ de la philosophie. Et au terme de ce voyage-là, je suis sûr que mardi, c'est bien mardi 4 juillet, vous allez vous retrouver avec des 14, des 15, des 16 et des 17, au moins en philosophie. Et cela vous balisera bien sûr le chemin pour le reste et pour le succès au baccalauréat. Donc on va y aller, je vais rompre avec mes habitudes, je ne vais pas aller très vite d'un coup comme je le fais, mais on va y aller lentement, calmement, mais sûrement. L'essentiel, de passer en revue les articulations fondamentales de votre programme et de faire en sorte que ce que déjà mes collègues ont dit est très bien dit, mais que nous aidions à le consolider et vous aider encore une fois à vous le réapproprier. Vous avez eu 4 domaines. Le premier domaine, numéro 1, il porte sur ce qu'on appelle la réflexion philosophique. Domaine tout au long duquel vous avez cherché à répondre à la question « Qu'est-ce que la philosophie ?» Dans le domaine numéro 2, qui prend en charge la problématique de la vie sociale, vous avez tourné les pages de « Qu'est-ce que la philosophie ?» pour investir une autre question que vous connaissez, la question anthropologique, c'est-à-dire la question « Qu'est-ce que l'homme ?» qui traverse toutes les leçons du domaine numéro 2. Ensuite, dans le domaine numéro 3, la question de l'esthétique. Et enfin, le dernier domaine, il prend en charge la réflexion philosophique sur la science. Et vous le savez, quand la philosophie réfléchit sur la science, ça s'appelle de l'épistémologie. Donc, ce que je vais faire, pour des raisons pédagogiques, je vais inverser la démarche. Je vais commencer normalement par là où vous en êtes, ou bien là où vous venez de finir, c'est-à-dire la réflexion sur l'art. C'est bien ça? Vous avez fini votre programme? Pas encore. Quand est-ce que vous le finirez? Vous avez des professeurs Paul ou Diola à 2 semaines de l'examen. Bon, ça ne doit pas être des sérères. Tous les professeurs sérères ont terminé le programme. Mais dites-moi, vous avez fait au moins la vie sociale? Entièrement. Vous avez fait nature et culture, en passant par travail et langage. Vous avez fait individu société. Vous avez fait conscience inconscient. Vous avez fait liberté. Vous avez fait état. Donc vous avez tout fait. C'est l'art seulement que vous n'avez pas encore fait. Certains même ont fait ça. D'accord. Voilà, donc on va aborder, pour commencer, la question de l'esthétique. Et ça nous permettra de revenir progressivement vers la vie sociale et de finir par un mot au niveau de la question « Qu'est-ce que la philosophie ?» Vous savez très bien que l'esthétique, en tant que telle, est une partie de la philosophie. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une partie de la philosophie qui a la particularité de réfléchir sur l'art. Autrement dit, comme le dit quelqu'un qui s'appelle Hegel lui-même, quand on lui pose la question « Qu'est-ce que l'esthétique ?» Hegel répond en disant, j'ouvre les guillemets, l'esthétique a pour objet d'étude le vaste empire du beau, c'est la philosophie de l'art, ou plus précisément la philosophie des beaux-arts. Fin de citation. Vous l'avez compris, lorsque Hegel dit, je répète une dernière fois, l'esthétique a pour objet le vaste empire du beau. Il ajoute, c'est la philosophie de l'art, ou plus précisément la philosophie des beaux-arts. Donc à la question, qu'est-ce que l'esthétique? Nous avons répondu en disant, c'est la philosophie de l'art, ou une réflexion philosophique sur la nature, sur les formes et sur les fonctions de l'œuvre d'art. Si l'esthétique a pour objet d'étude l'art, qu'est-ce que l'art lui-même?
la réponse que vous avez sûrement consignée dans vos cahiers et qui est produite par quelqu'un qui s'appelle André Lalande dans son vocabulaire technique et critique de la philosophie. Elle consiste à définir l'art comme, j'ouvre d'autres guillemets, la production du beau par les œuvres d'un être conscient. Et lorsque André Lalande définit l'art comme la production du beau par les œuvres d'un être conscient, vous avez deux éléments dans cette définition. Le premier élément, il dit l'art vise le beau. Le deuxième élément, il dit l'art est le fait ou la production d'un être conscient. Au niveau du premier élément, quand il dit l'art désigne la production du beau, cela permet tout de suite de comprendre qu'à la différence du travail proprement dit, qui a une finalité et une visée utilitaire, parce que l'homme travaille d'abord pour se soustraire de la nécessité, l'homme travaille d'abord pour satisfaire ses besoins biologiques. Donc le travail proprement dit a une visée utilitaire, mais quand il dit André Lalande de l'art qu'il vise le beau, donc premier aspect de l'art en tant qu'activité, c'est une activité désintéressée. Et lorsqu'il dit l'art que c'est une activité désintéressée, pourquoi désintéressée? Parce qu'elle n'a pas une finalité utilitaire, elle ne vise que le beau. Or, je crois, vous vous en souvenez, c'est Théophile Gautier qui dit, mais que ce qui est beau, c'est ce qui ne sert absolument à rien. Et donc dire que l'art vise le beau revient à montrer quoi? Que l'art est une activité désintéressée. Quelle est la finalité de l'art? C'est une finalité esthétique, c'est une finalité contemplative et non une finalité utilitaire. C'est ce qui vous permet de faire la différence entre l'art et l'artisanat. C'est ce qui vous permet de faire la différence entre un artiste et un artisan. Un artisan, il travaille. Ce qu'il fait a une finalité utilitaire. L'artiste, lui, ce qu'il fait a simplement une finalité esthétique. Un canari, une paire de chaussures, même s'ils sont très beaux, ne représentent pas des œuvres d'art, mais appartiennent au domaine de l'artisanat parce qu'ayant une valeur utilitaire. Maintenant, si l'art vise le beau, cela permet de montrer qu'est-ce qui fait l'essence de l'art. Vous tous, vous pouvez constater avec moi une certaine omniprésence de l'art. Ça veut dire quoi? Que aussi loin que l'on puisse remonter dans le vécu humain, il n'y a jamais eu de culture, il n'y a jamais eu de civilisation qui n'ait produit des œuvres d'art et qui exprime son génie et sa créativité. Et cette omniprésence de l'art dans le vécu humain est liée au fait que, dans son essence la plus intime, je crois que c'est René Hug, historien français de l'art, qui disait « Il n'y a pas d'homme sans art de la même manière qu'il n'y a pas d'art sans homme ». Mais il ajoutait, j'ouvre les guillemets, René Hug, « L'art est surtout cet oxygène irremplaçable qui empêche nos civilisations de mourir d'asphyxie ». Et lorsque René Hug disait « L'art est surtout cet oxygène irremplaçable qui empêche nos civilisations de mourir d'asphyxie », par l'expression oxygène irremplaçable empêchant de mourir d'asphyxie, vous avez compris que l'art est le moyen par lequel l'homme a la possibilité de supporter le fardeau de l'existence. Dans le langage de naguère, il était très jeune, de mot contre mot, je me rappelle, je disais au fond que l'art est ce qui permet à l'homme de rendre le monde habitable. Et lorsqu'à l'époque je disais, quand on m'avait posé la question de l'utilité de l'art, en répondant que l'art est ce qui permet à l'homme de rendre le monde habitable, c'était une manière de montrer qu'en fait, vous le savez, vivre rime avec souvent souffrance, maladie, misère, difficulté, chagrin, désespoir. Et donc, face à la difficulté de vivre, j'ai dit, l'art est ce qui permet à l'homme de supporter le fardeau de l'existence. Je n'ai pas besoin d'insister. Imaginez une seule seconde, mes enfants. Une vie sans architecture, sans littérature, sans poésie, sans musique, sans chant, sans danse. Reconnaissez que cette vie serait infiniment plus difficile à supporter. C'est mon ami, en un sens intellectuel, Arthur Schopenhauer,
Arthur Schopenhauer, il disait à peu près, si un serpent mais venu s'inviter parmi nous, Arthur Schopenhauer dit, si un serpent s'invitait parmi nous, on n'a même pas besoin de siffler la fin de notre conférence, mais elle finirait d'elle-même. Pourquoi, dit-il? Parce que le serpent, il me fait peur. Pourquoi il me fait peur? Parce que naturellement, il me fait penser à la mort. Mais Schopenhauer dit, ce même serpent que je fuis dans la vie réelle, parce qu'il me fait peur, parce que me faisant penser à la mort, il dit, lorsqu'il est représenté sur un tableau ou bien lorsqu'il est peint quelque part, dit-il, le serpent peut être tellement beau qu'on en arrive à avoir envie de l'embrasser et de le caresser. Mais en même temps, Schopenhauer dit, reconnaissez que pour vouloir embrasser et caresser un serpent, ce n'est sans doute pas possible dans la vie réelle, mais oui, c'est bel et bien possible par la magie de l'art. C'est pourquoi il dit, j'ouvre les guillemets, la vie n'est pas agréable, mais les images de la vie sont belles. Et quand il dit, la vie elle-même n'est pas belle, mais les images de la vie sont belles, vous l'avez compris, les images de la vie sont celles qui sont reflétées par l'œuvre d'art. Maintenant, quel rapport l'art entretient-il avec la réalité? C'est vrai que certains d'entre vous m'ont dit qu'ils n'ont pas fait encore le cours sur l'art, mais Dieu sait qu'ils n'ont même pas besoin d'attendre le cours de philosophie pour répondre à la question quelle relation existe-t-il entre l'art et la réalité? Parce que je crois que c'est réglé dans vos courants littéraires. Vous avez des courants littéraires, vous le savez très bien, dans lesquels le but de l'art est d'imiter, de reproduire, de rendre compte le plus fidèlement possible des problèmes, des contradictions et des préoccupations de son époque. Nous sommes dans quel courant littéraire? Chers jeunes et brillants littéraires, j'ai dit des courants littéraires dans lesquels il s'agit pour l'auteur de se contenter d'imiter, de photocopier, de reproduire le plus fidèlement possible les paysages, les problèmes, les contradictions et les événements de son époque. Mais vous n'osez pas hésiter une seconde pour me dire on est dans quel courant littéraire? Je me rappelle de Stendhal, non? Qui comparait le roman à quoi? Stendhal, il comparait le roman à quoi? À un miroir qui reflète quoi? Mais vous n'osez pas rater ça quand même. Stendhal, le roman est comme un miroir, mais que l'on promène le long d'un chemin. Un miroir, est-ce qu'il crée, est-ce qu'il invente? Qu'est-ce qu'il fait? Il ne fait que refléter. Stendhal appartient à quel courant littéraire? Il appartient au réalisme, ou bien simplement dans le naturalisme de Émile Zola. Dans ces courants littéraires, l'art doit relever de quoi? Mais de l'imitation de ce qui existe déjà. Mais vous l'avez déjà en philosophie, parce que chez les anciens Grecs, tels que Platon, tels qu'Aristote, ils disent tous que l'art doit relever de ce qu'ils appellent la mimésis. La mimésis, comme son nom l'indique, dans mimésis, il y a mimer, imiter. Et donc, ils disent que l'art véritable doit relever de l'imitation. Déjà, c'est Aristote, parce qu'Aristote dit l'homme n'apprend que par l'imitation. Et donc, Aristote considère que les beautés de la nature doivent servir de modèle et de guide à l'artiste lui-même. Et il ajoute que les beautés inscrites dans la nature, elles sont inégalables, elles sont indépassables. Conséquence, l'artiste devrait faire l'effort de les reproduire le plus fidèlement possible. J'ai dit Aristote, mais également Platon dans une perspective différente. Vos professeurs vous ont parlé chez Platon de la division, de la dichotomie entre un monde sensible et un monde intelligible. Chez Platon, l'art ne peut pas imiter le monde intelligible, parce que le monde intelligible est un monde, comme il dit, d'essence, de forme pure. Autrement dit, le monde intelligible est peuplé de réalités ne pouvant faire l'objet d'une perception sensorielle. Donc, qu'est-ce que l'art peut faire? Reproduire et imiter le sensible. C'est pourquoi on vous l'a dit, chez Platon, l'art est simplement une copie, mais qui est une copie d'une autre copie. Mais Platon précise, non seulement l'art est une copie d'une copie, mais il dit c'est une copie imparfaite d'une réalité elle-même déjà imparfaite. Pourquoi? Parce que cet arbre-là, quand je le copie, je le fais avec les faibles moyens dont l'homme dispose, et Platon dit les résultats de l'imitation resteront inférieurs à cet arbre réel. Et donc, il montre très clairement, mais de la même manière que moi, homme, je reproduis imparfaitement cet arbre-là, cet arbre aussi est une imitation imparfaite du modèle intelligible. Donc c'est une copie de la copie, mais une copie imparfaite d'une réalité elle-même déjà imparfaite. Vous trouvez également d'autres courants littéraires.
dans lesquels il ne s'agit plus, cette fois-ci, d'imiter, de reproduire, mais des courants littéraires dans lesquels il s'agit, entre guillemets, pour l'artiste, mais de nous promener sur les ailes de son imagination et de nous découvrir un monde autre que le monde réel dans lequel nous vivons. Nous sommes dans quel courant littéraire, jeunes gens? Dans quel courant littéraire dans lesquels on n'imite plus, on ne reproduit plus, on ne photocopie plus, mais on crée un monde nouveau qui est surgi de notre imagination créatrice. J'ai dit qu'on est dans quel courant littéraire? Ben, on est dans le symbolisme, mais on est également dans le surréalisme. Dans ces courants littéraires, mais l'artiste, il crée, il ne reproduit pas. Rappelez-vous Baudelaire, non? Je dis, rappelez-vous, comme si vous avez déjà lu, et comme je passe mon temps à dire, on n'a plus de littéraires, on n'a que des littérailleurs, de la même manière que leurs grands-parents étaient des tirailleurs. Vous n'avez rien lu. Baudelaire, vous vous en souvenez? Le poème de l'invitation au voyage. Mon frère, ma soeur, allons là-bas, au pays des ciels mouillés et des soleils brouillés, là où tout est ordre, calme, luxe, beauté et volupté. Vous vous souvenez du poème également de l'Albatros? Qui peut me dire les premiers vers du poème de l'Albatros? Souvent pour s'amuser. Vous n'avez absolument rien lu. Il dit que les hommes d'équipage prennent des oiseaux qu'ils appellent des albatros. Mais il dit lorsque l'albatros est capturé par les membres de l'équipage, il éprouve du spleen, de l'ennui. Pourquoi? Parce qu'il dit l'oiseau, l'albatros, il est le prince des nuées. L'expression l'albatros est le prince des nuées, ça veut dire quoi? Le monde ici-bas n'est pas la demeure du poète, mais le monde réel du poète, mais c'est le monde des paradis artificiels engendrés par l'imagination de ce poète. Mais vous trouvez ça également, j'ai dit, en philosophie. Vous le trouvez chez Hegel, vous le trouvez chez Bergson, vous le trouvez chez Camus, vous le trouvez chez André Malraux. Bref, tous ces auteurs développent la thèse que l'art véritable ne doit pas relever de l'imitation, mais qu'il doit relever de la création. Vous vous rappelez déjà Hegel lui-même. Hegel dit, j'ouvre les guillemets, imiter la nature est une occupation oiseuse et superflue. Donc Hegel dit, j'ouvre les guillemets, imiter la nature est une occupation oiseuse, ça veut dire paresseuse, et superflue, ça veut dire inutile. Mais lorsque Hegel dit, imiter la nature est une occupation oiseuse et superflue, il dit, mais parce qu'il n'y a aucun intérêt à reproduire sur des tableaux, des paysages, des faits ou des événements que chacun voit ou dont il a entendu parler. Mais Hegel, un peu à la façon d'Aristote, dit, de toute façon, les résultats de l'imitation, comme j'ai dit tout à l'heure, entre cet arbre-là et la reproduction, il dit, mais l'arbre reproduit sera inférieur au modèle naturel. Et vouloir reproduire exactement cet arbre, il dit, c'est être un ver de terre faisant des efforts pour égaler un éléphant. Et donc Hegel dit, au fond, l'artiste véritable, il n'y a qu'une question qu'il peut se poser. Et quelle est la question, selon Hegel, que devrait se poser l'artiste véritable? Il dit, il devrait se demander, moi artiste, que puis-je faire pour devenir immortel? Et il dit, l'artiste qui se pose cette question, que puis-je faire pour devenir immortel, répondra en disant, il ne s'agira point d'imiter et de reproduire, mais de produire des œuvres entièrement novatrices, autrement dit, de produire des chefs-d'œuvre qui sont l'expression de mon génie et de ma créativité. Et par ces chefs-d'œuvre-là, je remporte une victoire symbolique sur la mort. Pourquoi? Parce que par la production de ces chefs-d'œuvre, éternellement, je vais survivre dans la mémoire et dans la conscience des hommes. Et c'est pourquoi Hegel dit, j'ouvre les guillemets une dernière fois, l'art véritable doit avoir un autre but que celui de l'imitation purement formelle de ce qui existe déjà. Imitation qui ne peut donner naissance qu'à des artifices techniques n'ayant rien de commun avec une œuvre d'art. Fin de citation. C'est la dernière moitié qui vous intéresse lorsque Hegel dit l'imitation ne peut donner naissance qu'à des artifices techniques. Et il dit ces artifices techniques n'ont rien de commun avec une œuvre d'art. Et donc pour Hegel, l'art véritable relève non pas de l'imitation de ce qui existe déjà, mais de la création d'œuvres authentiques et d'œuvres originales. J'ai dit Hegel, j'ai dit Bergson. Bergson également est un théoricien et un tenant de l'art comme création. Bergson, il va même plus loin. À la question, qu'est-ce qu'un artiste?
Bergson répond en disant, j'ouvre les guillemets, l'artiste est un homme qui voit mieux que les autres. Et lorsque Bergson répond en disant l'artiste est un homme qui voit mieux que les autres, il est en train de dire implicitement que vous et moi, nous regardons, mais nous ne voyons pas ou nous voyons mal. Pourquoi vous et moi, nous regardons sans voir? Mais parce que Bergson dit, les objets sur lesquels nous posons notre regard sont des objets qui nous sont tellement familiers, sont des objets qui sont tellement présents dans notre environnement quotidien que nous les regardons, mais il y a longtemps que nous avons cessé de faire attention à leurs détails. Et il ajoute en disant, non seulement, mais les mots du langage et l'utilité de ces objets est telle qu'encore une fois, nous n'arrivons pas à percer l'essence de la réalité. Et il dit clairement, le regard de l'artiste, lui, il déchire le voile des conventions et l'artiste, quand il regarde, il voit. Pourquoi? Parce qu'il coïncide avec l'essence ultime de la réalité. Et Bergson ajoute, surtout, l'artiste est un démiurge, traduisez un demi-dieu qui rivalise avec Dieu dans l'activité de création. C'est pourquoi Bergson dira clairement, j'ouvre les guillemets, l'artiste original ne doit pas avoir la modeste ambition de reproduire ce monde vulgaire que nous appelons le réel, mais il doit avoir la prétention de lui substituer un monde autre. Fin de citation. C'est important, mes enfants, quand il dit, je le cite une dernière fois, Henri Bergson, l'artiste original ne doit pas avoir la modeste ambition de reproduire ce monde vulgaire que nous appelons le réel. Mais il dit, il doit avoir, lui l'artiste, la prétention de lui substituer un monde autre. Quel est ce monde autre-là? Je répondrai en disant, sans doute selon Bergson, c'est le monde que l'artiste porte dans sa tête, c'est le monde que l'artiste porte dans son cœur. Et quand je dis le monde autre dont parle Bergson, c'est le monde que l'artiste porte dans sa tête, c'est le monde qu'il porte dans son cœur, traduisez le monde de ses idées, de ses sentiments, de ses souhaits, de ses désirs, et non pas le monde réel. Maintenant, j'aimerais vous signaler que cette division à laquelle nous procédons, moi et mes collègues en classe, entre un art qui relèverait des limitations et un art qui relèverait de la création, c'est souvent une division artificielle, factice. Pourquoi? Parce qu'au fond, d'ailleurs je me souviens du sujet du bac. Je crois que mes enfants, vous vous exercez avec les anciens sujets du bac. Le sujet du bac disait, je cite un peu de mémoire, l'artiste original n'est pas, oui c'est ça, l'artiste original n'est pas celui qui imite, point, mais il est celui que personne ne peut imiter. Qu'en pensez-vous? J'espère que vous aurez eu des 14 à ce sujet. Parce que le sujet dit, vous faites d'abord attention à quoi? À la double négation. Parce que le sujet dit, l'artiste original n'est pas celui qui n'imite pas, mais il est celui que personne ne peut imiter. Donc la double négation, l'artiste original c'est qui? En disant l'artiste original n'est pas celui qui n'imite pas. Donc l'artiste original il est... Écoutez bien, c'est très simple. Le sujet dit, j'ai dit il y a une double négation. Et une double négation vaut une affirmation. Donc le sujet dit, l'artiste original n'est pas celui qui n'imite pas, mais il est celui que personne ne peut imiter. Il n'est pas celui qui n'imite pas, ça veut dire il est celui qui imite. Mais quand il imite, il le fait de telle sorte qu'à son tour, personne ne peut l'imiter. Et donc, vous voyez que ce sujet-là, pourquoi il a posé problème aux élèves? Parce qu'en classe, on leur a fait la différence entre un art qui relèverait de l'imitation et un art qui relèverait de la création. Et le sujet réconcilie imitation et création en disant on peut bel et bien être artiste original tout en imitant. L'essentiel, c'est que même dans l'imitation, je ne reproduis pas fidèlement, mais quand j'imite, je le retravaille, je lui imprime les marques de mon génie et de ma créativité, faisant que cette imitation-là, elle a une bonne part d'originalité.
Vous connaissez dans l'histoire de l'art, mais chez vous, l'art se limite à la musique. Vous connaissez dans l'histoire de la musique des œuvres qui ont été reproduites, mais vous avez quel sentiment, mes amis, que l'imitation l'emporte même en beauté sur le modèle reproduit. Et donc, il vous dit très clairement à ce sujet qu'il n'y a pas d'opposition entre imitation et création, que je peux être artiste original tout en imitant, mais quand j'imite, encore une fois, je le fais selon mon génie, selon ma sensibilité, selon ma créativité. Au point que l'œuvre que je limite, je lui donne une seconde vie, je lui imprime un nouveau cycle, faisant que, comme j'ai dit, l'imitation peut l'emporter en beauté sur le modèle original. Et donc ça vous permet de dire quoi? Que quand j'imite, je crée, et même quand je crée, j'imite. Pourquoi quand j'imite, je crée? Parce que je n'imite jamais fidèlement. Toute imitation est une trahison, toute imitation est infidèle. Et quand j'imite, ce que j'imite, je lui imprime les marques de ma touche et de ma sensibilité artistique personnelle. Donc quand j'imite, je crée. Mais quand je crée, j'imite. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de création pure. Même dans l'imagination la plus éthérée, l'imagination emprunte ses morceaux au réel. Donc imiter, c'est créer, et créer, c'est imiter. Vous avez compris, mes amis? Maintenant, dans la vie sociale, le domaine numéro 2, nous avons dit ensemble, et on vous l'a répété, qu'il s'agit, dans toutes les leçons, de répondre à une seule et même question, la question « Qu'est-ce que l'homme ?» On va y aller lentement, mais sûrement, parce que je suis sûr que c'est clair, je ne ferai qu'apporter un petit plus. Dans Nature et Culture, qui est la leçon inaugurale du domaine numéro 2, la vie sociale. À la question « Qu'est-ce que l'homme ?» à la fin de la leçon, la réponse à laquelle vous êtes parvenu a consisté à répondre quoi? Dans Nature et Culture, à la question « Qu'est-ce que l'homme ?» à la fin de la leçon, quelle est la réponse que vous avez conseillée? Pour qu'on révise ensemble, mes amis. À l'heure là, il y a des choses qui devraient être très claires. Hein? Je n'entends pas grand-chose. Ah oui, comme vous chantez par cœur, ça on vous le répète sur toutes les latitudes. L'homme est un être bioculturel. Pour montrer clairement quoi? Que l'homme ne se définit ni par la seule nature, ni par la seule culture, mais qu'il est une synthèse complexe d'ailleurs d'éléments naturels et d'éléments culturels. Mais vous avez montré clairement qu'en disant que l'homme, il est un être bioculturel, vous avez montré que l'homme est au point de rencontre entre des influences multiformes et contradictoires, n'est-ce pas? Vous avez montré que l'homme, il est entre l'inné et l'acquis, il est entre le biologique et le social, il est entre l'hérédité et l'héritage, bref, il est entre le naturel et le culturel. Et donc, quand vous avez dit que l'homme est la croisée des chemins entre l'inné et l'acquis, le biologique et le social, l'hérédité et l'héritage, le naturel et le culturel, vous avez cependant montré quoi? Une prédominance du culturel sur le biologique. On est d'accord? Parce que même quand l'homme, vous avez dit, il est bioculturel, il tient de la nature et de la culture à la fois, même si ce n'est pas possible, mais de manière artificielle. Si on mettait sur une balance, ici on met nature, ici on met culture, la balance ne pencherait pas du côté nature. Chez l'homme, elle pencherait de quel côté? Du côté culture. Et le fait que la balance penche du côté culture montre que c'est plus le culturel et le social qui définissent l'homme que l'inné est simplement le biologique. Que la balance penche chez l'homme du côté culture montre fondamentalement que ce n'est que l'animal qui se définit par quoi? Ce n'est que l'animal qui se définit par la nature. L'animal, il est entièrement soumis et déterminé par la nature. Toute la vie de l'animal n'est que le déroulement, mais du programme inscrit en lui par la nature. De manière très simple, il est né carnivore ou il est né herbivore pour vivre dans un climat chaud, dans un climat tempéré, et il ne peut être autre chose que cela. Mais là où l'animal est seulement ce que la nature a fait de lui, l'homme, mes amis, dites-le moi, est-il ce que la nature a fait de lui? Mais vous êtes bien timide. Là où l'animal est soumis, déterminé, nous avons dit, il n'est que ce que la nature a fait de lui. Comment diriez-vous de l'homme? Est-il ce que la nature a fait de lui? Alors qu'est-ce qu'il est? Vos professeurs seraient très fâchés s'ils étaient parmi nous. Je n'entends rien du tout.
Là où l'animal est ce que la nature a fait de lui, dites-moi, l'homme, il est... Oui, d'accord, pour dire quoi? Mais qu'il est ce qu'il se fait lui-même. L'homme ne doit presque rien à la nature. Parce que le rapport qu'il entretient avec la nature n'est pas un rapport de soumission et de détermination. Vous le savez, l'homme est un animal rebelle. L'homme est un animal insoumis. Là où nous avons dit que l'animal est entièrement soumis et déterminé, l'homme revendique une liberté par laquelle il refuse ce qu'il y a de naturel en lui et refuse ce qu'il y a de naturel hors de lui. Donc l'homme est cet animal qui nie le donné naturel. J'ai dit aussi bien la nature en nous, mais que la nature hors de nous. La nature hors de nous, mes amis, c'est quoi? C'est le milieu physique extérieur. Comment l'homme le nie? Mais par l'action transformatrice du travail. Non seulement donc il nie la nature hors de lui, mais il nie la nature en lui. La nature en nous, c'est ce qu'il y a d'animal. C'est nos instincts, nos pulsions et désirs que nous partageons avec les autres animaux. Comment l'homme les nie? Par la socialisation, par la soumission aux normes. Quand un homme est éduqué, socialisé, soumis aux normes, il devient maître de lui, capable de se dominer et en même temps d'échapper à l'esclavage de ses instincts animaux. Donc là où, mes amis, l'animal est ce que la nature a fait de lui, disons, l'homme, il est ce qu'il fait de ce que la nature a fait de lui, ou en termes simples, il est ce qu'il se fait lui-même. C'est clair? C'est pourquoi le petit de l'animal est déjà... Le petit de l'animal, il est déjà animal. Mais parlez, on est en séance de révision. Le petit de l'animal est déjà animal, non? Pourquoi il est déjà animal? Parce que par nature, il a reçu l'outillage, l'équipement nécessaire à sa conservation. Comme dit le chanteur, lu juddoo ci tàgg bu naawul jaaxali bokkam, parce que lu juddu sax laaf kay daa war a naaw. Donc par nature, quand l'animal vient au monde, il est parfait, il est achevé, il est complet, il est déjà animal. Vous vous rappelez Rousseau, Jean-Jacques? Quelle différence y a-t-il entre l'homme et l'animal? Il dit, il y a une qualité présente chez l'homme, absente chez l'animal. Quelle est cette qualité? La perfectibilité. La perfection, elle n'existe pas. La perfectibilité. Au point que dit Rousseau, j'ouvre les guillemets, si un animal vivait pendant 1000 ans, au bout de la 1000e année, il serait tel qu'il était au premier jour de sa naissance. Vous avez compris ce qu'il veut dire? Il veut montrer quoi? En disant, si un animal vivait pendant 1000 ans, au bout de la 1000e et dernière année, mais il serait tel qu'il était au premier jour. Ça veut dire qu'entre-temps, l'animal n'évolue pas, ne s'améliore pas, ne se bonifie pas. Il est animal dès le départ et ne peut être déjà autre chose qu'un animal. Et là où le petit de l'animal est déjà animal, le petit de l'homme, il n'est pas homme, il est quoi? Là où le petit de l'animal est déjà animal, le petit de l'homme, il n'est pas homme. Quand il est quoi s'il n'est pas homme? C'est ça qui m'intéresse. Donc le petit de l'homme doit apprendre à devenir pas homme. Il doit apprendre à devenir humain. Parce que donne ni taoute nité. D'accord? Donc il apprend non pas à devenir homme, mais il apprend à devenir humain. Je comprends parce que vous chantez par cœur avec Erasme. On ne n'est pas homme, mais on le devient. Moi je suis pas d'accord. Je dis qu'on est homme, mais on apprend à devenir humain. Parce que bon, on n'est pas homme, je dis on est quoi alors? Ben, animal, non, on n'est pas animal. Si, non, on n'est pas animal. Non, il y a des prédispositions qui habitent l'homme et qui sont absentes de l'animal. Par exemple, la raison. La raison, elle est là en dormance, elle est à l'état larvaire, embryonnaire, et c'est pourquoi, même à la naissance, tu n'es pas encore un animal, parce que tu es capable, susceptible de t'améliorer, de te bonifier, ce qui n'est pas le cas de l'animal. Donc, on est homme, mais on apprend à devenir humain. Où est-ce qu'on devient humain? Est-ce qu'on le devient seul là-bas avec ses instants animaux? Ou est-ce qu'on devient humain pour aller vite? On ne devient humain que dans l'ambiance sociale et culturelle. Et comment le devient-on? Quel est le moyen prévu par la société pour nous humaniser et nous éloigner d'un comportement strictement animal? C'est l'éducation.
Et c'est pourquoi donc vous avez compris quoi? Que là où l'animalité est offerte et donnée, l'humanité n'est pas donnée. C'est pourquoi Emmanuel Kant dit, j'ouvre les guillemets, de toutes les créatures, seul l'homme doit être éduqué. Un animal, on le dresse, on ne l'éduque pas. Pourquoi de toutes les créatures, seul l'homme doit être éduqué? Mais parce que l'animal, dès qu'il vient au monde, j'ai dit, il est parfait. Mais l'homme, il apprend à le devenir. Et vous avez très bien dit qu'il ne le devient que dans l'ambiance sociale. Comment? Vous avez dit par le biais de l'éducation. Vous vous rappelez le même Emmanuel Kant ajoutant quoi? Par l'éducation, on transforme l'animalité en humanité. Fin de citation. Et lorsque Emmanuel Kant vous a dit, par l'éducation, on transforme l'animalité en humanité, ça veut dire quoi? Là où il n'y a pas d'éducation, il n'y a pas d'humanité. Ce n'est que par l'éducation que l'homme se démarque d'un comportement strictement animal pour atteindre la dimension pleinement humaine de son existence. Quel rapport entre nature et culture? Non pas des rapports de superposition. Il n'y a pas une couche naturelle sur laquelle viendrait se déposer une couche culturelle, c'est faux. Donc, nature et culture, j'ai envie de faire ça. Ah, c'est le micro qui me fatigue. Nature et culture, j'ai envie de faire ça. Cher littéraire, ça veut dire quoi? Oh, complémentairement, ça ne veut rien dire. Ni nature et culture sont, j'entends pas, plus forts que liés. Mélangés. Pour qui le français n'est pas fait. D'accord, donc ça veut dire quoi? Mais sont imbriqués, ou bien on va dire sont entremêlés de façon indissociable. Pour dire quoi? Qu'on ne peut dire où commence la nature et on ne peut dire où s'arrête la culture. Donc ça veut dire qu'il n'y a rien chez l'homme qui soit exclusivement naturel, rien chez l'homme qui soit exclusivement culturel, mais que chaque acte posé par l'homme manifeste la double dimension ou le double attribut du naturel et du culturel. Mais attention, j'insiste, c'est important, du naturel et du culturel, c'est la culture ou le culturel qui fait l'essence de l'homme. L'essence d'une chose, c'est ce que cette chose a en propre et qui la distingue. Donc dire de la culture quelle est l'essence de l'homme, ça veut dire que c'est par la culture et par les productions culturelles que l'homme trace la ligne de démarcation qui le sépare des autres animaux. Après avoir donc dit être bioculturel, dans l'étape sur le travail et le langage, qui ne sont pas des cours à part, on est d'accord, mais qui sont des parties de nature et culture. Après avoir dit que l'homme est un être bioculturel, dans le cours sur le travail, qu'est-ce que l'homme? Vous avez dit c'est un animal travaillant. Et quand vous avez dit que l'homme est un animal travaillant, vous avez montré la différence entre le travail humain et l'activité animale. Pourquoi vous n'avez pas parlé de travail chez l'animal? Parce que le travail est toujours précédé par un projet rationnel. Mais vous avez constaté que toutes les termites font les mêmes termitières, toutes les fourmis font les mêmes fourmilières, toutes les abeilles font les mêmes ruches, toutes les araignées tissent les mêmes toiles. Pourquoi ne peuvent-elles pas changer? Parce que ce qu'elles font ne relève pas de l'acquisition, ne relève pas de l'apprentissage, ne relève pas de l'intelligence, mais est inscrit dans leur organisation biologique. Et donc cela signifie très clairement quoi? Que si on ne peut pas parler de travail animal, vous vous rappelez déjà Karl Marx, non? Disant clairement que moi, homme, architecte, je suis incapable de faire une ruche plus belle que celle de l'abeille. Mais avec la différence que moi, homme, architecte, je porte ma maison dans ma tête avant de la construire. Maintenant que les peuples ne pensent pas qu'on va porter une maison. Non. Quand il dit l'homme porte la maison dans sa tête avant de la construire, ça veut dire que la maison chez l'homme existe deux fois. Une première fois en tant qu'idée, donc elle existe idéalement, et une deuxième fois en tant que réalité matérielle. Alors que ce que fait la fourmi, l'abeille, l'oiseau relève de l'instinct et de la spontanéité. Être bioculturel, animal travaillant, dans le cours sur le langage, qu'est-ce que l'homme? Vous avez répondu en disant c'est un zoon logikon, c'est du grec pour dire c'est un animal parlant. Et de la même manière que vous avez fait la différence entre le travail humain et l'activité animale, vous avez fait la différence entre le langage humain et la communication animale. L'homme parle, les animaux communiquent. Ça veut dire quoi? Que le langage n'est pas simplement une production de son, mais il est surtout une production de sens. Il suppose la pensée et donc ne peut être que le fait de l'homme et de l'homme seul.
Quel est le cours suivant? Individu, société, c'est bien ça. À la question qu'est-ce que l'homme? Vous avez répondu avec Aristote. Définissant l'homme comment, mes amis? À la question qu'est-ce que l'homme? Vous avez répondu avec Aristote, qui définit l'homme comme un zone politikon, c'est-à-dire un animal politique. Et quel est le sens de l'expression animal politique? Cela signifie quoi? Que l'homme ne peut vivre, ne peut s'épanouir, ne peut s'humaniser, bref, ne peut se réaliser et développer ses potentialités qu'au sein de l'ambiance sociale. Et donc, lorsque Aristote, à la question qu'est-ce que l'homme, répond en disant que c'est un zone politikon, un animal social ou un animal politique, ça veut simplement dire que le cadre social est indispensable à notre humanisation. Et que la société, j'ai envie de dire, elle est l'usine de fabrique de l'humanité. Rappelez-vous, Aristote va même plus loin, n'est-ce pas? En disant que celui qui voudrait vivre sans les autres, deux choses, ou bien il est un dieu, ou bien il est une bête sauvage. Et comme nul n'est dieu, il est fort à parier qu'en l'absence des autres, c'est plus de la sauvagerie et de l'animalité que de l'humanité proprement dit. Maintenant, quel rapport entre individu et société? Nous révisons ces deux types de rapports, que vous connaissez déjà. Je peux passer. Voilà, donc, c'est deux types de rapports entre individu et société. D'ailleurs, qu'est-ce qu'un individu? C'est un membre de l'espèce, mais à l'état brut. Donc, quelqu'un qui vient au monde avant l'éducation, avant la socialisation, avant l'intériorisation des normes, il est un individu. Quand je suis éduqué, socialisé, soumis aux normes, je cesse d'être un individu pour devenir une personne. Donc la différence entre individu et personne, c'est quoi? C'est que la personne est un sujet moral, capable de distinguer le bien du mal. Alors que l'individu, c'est l'être à l'état brut. Donc, quand je suis éduqué et socialisé, je cesse d'être un individu, membre de l'espèce à l'état brut, pour être une personne et même devenir peut-être plus tard une personnalité. Deux types de rapports, rapport de dépendance, mais aussi rapport de conflit. Je n'insiste pas pourquoi rapport de dépendance, parce qu'ensemble, nous venons de dire quoi? Que pour l'essentiel, l'individu, il est seulement ce que la société fait de lui. Pour l'essentiel, la société, elle me conditionne, elle détermine mes manières de penser, mes manières de sentir, mes manières d'agir. Rappelez-vous, l'un des fondateurs de la sociologie française que vous connaissez, Auguste Comte, C-O-M-T-E. C'est lui qui disait, j'ouvre les guillemets, tout en nous appartient à la société car tout nous vient d'elle, fin de citation. Et vous l'avez bien compris, lorsque Auguste Comte disait « Tout en nous appartient à la société, car tout nous vient d'elle », ça veut dire que pour l'essentiel, encore une fois, nous ne sommes que ce que la société a fait de nous. Rapport de dépendance, mais vous le savez, rapport de conflit. Et d'où vient le conflit entre individu et société? Je ne fais que vous le rappeler. Ce conflit découle du fait que souvent, il y a une contradiction, une opposition entre les aspirations de l'individu et la contrainte imposée par les normes sociales. Si on est sincère, vous et moi, nous sommes obligés de reconnaître que souvent, nous sommes habités par le sentiment que vivre en société, c'est renoncer à sa liberté. Parce qu'à chaque fois que je dis « je veux »,« j'ai envie »,« je désire », la société et ses normes me disent « tu ne peux pas, tu ne dois pas ». Conséquence, la plupart du temps, nous passons notre temps à nous faire violence, à renoncer à une bonne part de nous-mêmes pour nous conformer. C'est pourquoi beaucoup, au lieu de se conformer, mais ils transgressent. Et quand ils transgressent, ils sont dans la déviance. Et dans cette déviance, ils installent des rapports de conflit avec la société. Le cours suivant, conscience, inconscient. Vous l'avez tous fait. À la même question, qu'est-ce que l'homme? Le cours produit deux réponses différentes. C'est vrai que conscience et inconscient est une leçon un peu longue, très technique, dans laquelle nous bavardons beaucoup. Mais je vous demande de retenir simplement ce que je vais dire. Dans toute la première partie de votre leçon,
Quand votre professeur a parlé de Descartes, a parlé de Husserl, a parlé de Sartre, bref, tous les auteurs qui ont été convoqués, c'est pour donner à notre question « Qu'est-ce que l'homme ?» la réponse suivante. L'homme ne se définit que par la conscience. Et en disant l'homme ne se définit que par la conscience, on ajoute, par cette conscience, l'homme est maître de lui-même et entièrement responsable de ses actes. Cette définition de l'homme, elle traverse toute l'histoire des idées et même de la religion, au moins depuis Platon. On a toujours dit homme égale conscience, et je répète, par cette conscience, l'homme est maître de lui-même et l'homme est pleinement et entièrement responsable de ses actes. Dans toute la deuxième partie de votre leçon, quand votre professeur a été amené à parler de Freud, qui est Sigmund Freud? Qui est Sigmund Freud? C'est un médecin viennois autrichien. Il est fondateur de quelle discipline? La psychanalyse, mais il est surtout le découvreur de l'inconscient. Donc c'est Freud qui va ruiner l'égalité entre l'homme et la conscience. C'est Freud le premier qui va dire c'est faux de définir l'homme par la seule conscience. Oui, il y a une dimension de conscience, mais Freud dit c'est la part la plus faible de notre vie mentale. Pourquoi? Parce qu'il dit pour l'essentiel, à son insu, l'homme obéit à des processus psychiques échappant au contrôle de la conscience et qui lui viennent directement de l'inconscient. D'ailleurs, Freud dit la conscience n'est que le 10e. Là où l'inconscient représentait le reste, ça veut dire quoi? Les 9/10 de notre vie psychique et mentale. Vous voyez vous-même ce que ça donne. Et donc Freud dit, à travers le ça, le moi, le surmoi, tout que votre professeur a dit, cela signifie quoi? Que Freud, il est l'auteur d'une révolution et d'un renversement total dans la compréhension de l'homme. Là où on disait de l'homme qu'il est lucide, transparent à lui-même, n'obéissant qu'à sa conscience, maître de lui, responsable de ses actes, Freud dit en réalité c'est presque absolument faux parce que l'homme il est ballotté, l'homme il est tiraillé entre des tendances contradictoires. Et Freud dit, vous savez d'où vient l'angoisse que l'homme ressent? Parce qu'il dit, il doit servir en même temps 3 tyrans. Et quels sont les 3 tyrans entre lesquels l'homme est partagé? Ce sont les exigences sévères du ça. Le ça qui renvoie au désir, qui est le siège des instincts et des pulsions. Le ça, c'est la partie animale de l'homme. Donc l'homme, il ne sait pas s'il doit obéir au ça, il ne sait pas s'il doit obéir au moi, il ne sait pas s'il doit obéir au surmoi. Et donc l'homme vit dans le tiraillement. Et Freud dit, il est partagé, écartelé, déchiré, faisant que pour l'essentiel, au lieu d'obéir à des motifs conscients, sans qu'il ne le sache, l'homme, il est l'esclave. L'homme, il est le jouet de ces forces obscures, souterraines, échappant encore une fois au contrôle de la conscience et qui lui sont dictées par l'inconscient. La conséquence de ce que nous avons dit, c'est ça qui est important. Parce que si le mardi 4, vous devrez avoir un sujet sur conscience et inconscient, c'est en rapport avec la liberté humaine. Et donc ce que Freud est en train de dire vise à montrer quoi? Qu'avec la découverte de l'inconscient, l'homme n'est plus totalement conscient, l'homme n'est plus totalement libre, l'homme n'est plus totalement responsable. Pourquoi? Parce qu'il agit, mais il est ignorant des motivations et des causes profondes de ses actions. Ce qui signifie que pour Freud, dama yaakaar ne may bëgg may bañ may nos may nocci may taamu may naw may xarab waaye nee na ndekete yoo la may bëgg loo la may bañ loo la may def loo la may dindi loo, ben je crois que c'est moi-même qui le fais de façon volontaire et consciente, alors qu'en réalité je suis esclave de processus relevant non pas de cette conscience mais relevant de l'inconscient. Donc Freud est en train de vous dire, et retenez ce que je dis en termes plus simples, qu'avec la découverte de l'inconscient, je choisis chacun de mes mots, avec la découverte de l'inconscient, l'homme croit agir de façon volontaire, consciente et libre, alors qu'en réalité, c'est lui-même qui agit. Agit par quoi? Par des forces obscures, profondes, qui ne viennent pas de la conscience, mais qui lui viennent de l'inconscient. Vous faites la différence entre agir et être agi.
Pour le dire en termes simples pour les parents Peul et Joola qui ne comprennent rien au français. Freud nee na dama yaakaar ni may yëngal ndekete yoo man sama bopp la ñuy yëngal. Et comme disait mon ami le chanteur, lu yëngulu ne la ko yëngal la ko ëpp doole. Dans un ouvrage qui s'appelle Psychopathologie de la vie quotidienne, il faut que ça soit clair dans vos têtes. Freud donne 1000 exemples. Celui qui me vient à l'esprit parce qu'il est proche de la Tabaski, où vous êtes attiré par les habits et par les couleurs des habits, Freud dit. Chacun d'entre vous, et en particulier mes filles, elles ont un rapport particulier avec une couleur. Tel vous dira, moi quand j'ai du noir et je mets du bleu délavé derrière, mais le noir me fascine. Noir dama ko bëggal sama bopp, jaune dama ko bëggal sama bopp, maa ko tàmmul sama bopp, fu ma yóbbu maa ko xam. Vous l'amenez papa et maman dans un magasin, vous achetez du beige, elle va se retourner derrière le noir parce qu'elle est fascinée et attirée par le noir, disant que maa ko bëggal sama bopp. Noir na may def. Freud dit attention, boo moytul de ci lenn, parce que Freud dit il y a une mémoire des odeurs, il y a une mémoire des sons, ouais, il y a une mémoire des couleurs. C'est le souvenir lointain lors de ta première enfance de la couleur habituelle de l'environnement dans lequel tu étais, ou de la couleur habituelle en tant que bébé des habits de maman, ou de la couleur que maman toi-même te faisait porter pendant que tu étais bébé. Nga mag, cette couleur-là se loge quelque part dans ton inconscient. Nga am 17 ans, 18 ans, nan vert moy daane, blanc moy daane, do ci lenn. C'est le souvenir lointain et inconscient de cette couleur habituelle pendant que tu étais bébé. Ndeke mo la bolé jaune wala blanc wala mauve, mais ce n'est pas un choix volontaire et conscient. Est-ce que vous avez compris comment Freud vous montre que derrière vos choix se cachent des motifs qui échappent à la conscience et qui viennent de l'inconscient? L'autre exemple qu'il donne et que j'aime bien donner quand j'ai envie de taquiner les gens qui somnolent. Freud dit, nous avons toujours des rapports inverses selon notre morphologie avec le type d'homme que nous avons. Madame, nos filles, mes filles que j'ai en face de moi, je suis sûr que si mon fils Gassama me demandait de prendre une femme, je vais rentrer bredouille. Ils vont tous dire, mais papa, il est si maigre parce que nous autres jeunes filles, nous aimons les hommes avec des biceps comme ça et que nous sommes dans elle. Mais Freud dit, 99% des fois, elle est aussi maigre que mon doigt. Donc ça veut dire quoi? Freud Nena, elle a un complexe inconscient à l'égard de la maigreur de son corps. Et si elle est attirée par les hommes forts, ce n'est pas que Moren Bugel Bopom de manière consciente, mais inconsciemment, c'est pour compenser la maigreur de son corps qu'elle est attirée par les hommes forts et gros. Ce n'est pas un choix volontaire, ce n'est pas un choix conscient. L'inverse est vrai, même si mes enfants, ce n'est pas vrai pour moi. Vous voyez les gringales là, c'est une baobab ambulante comme ça, elle fait 2 mètres grosse comme vous l'imaginez, et souvent vous dites, mais on comprend pourquoi le gars doit mais c'est exactement la même raison. Faisant que tout ça c'est pour faire comprendre quoi? Je crois, aimer, décider, choisir de façon volontaire, consciente, alors qu'en réalité, je ne suis que l'esclave de ces motifs qui échappent au contrôle de la conscience et qui me viennent de l'inconscient. Dans l'étape suivante, après conscience, inconscient, la liberté. À la question qu'est-ce que la liberté, vous n'avez pas répondu. Vous vous êtes contenté d'examiner des conceptions de la liberté. Ne l'oubliez pas. Parce que quand vous avez dit liberté, absence de contrainte, ce n'est pas une définition, c'est une conception. La liberté est indéfinissable. Pourquoi? Vous vous rappelez Paul Valéry? Devant presque la difficulté à définir la liberté. Vous connaissez le mot célèbre de Paul Valéry, cher littéraire. La liberté est un de ces détestables mots. Ah, vous ne l'avez pas rencontré. Paul Valéry, il dit la liberté, un de ces détestables mots qui chantent plus qu'ils ne parlent, qui ont plus de valeur que de sens. Pourquoi il dit la liberté? Un de ces détestables mots qui chantent plus qu'ils ne parlent, qui ont plus de valeur que de sens. C'est une manière de dire quoi? Que chacun veut être libre, mais personne n'est capable de dire ce qu'est la liberté. Pourquoi? Parce qu'il y a 1000 formes de liberté et souvent elles sont contradictoires. Liberté politique, liberté religieuse, liberté morale, liberté culturelle, faisant que vous n'avez pas dit ce qu'est la liberté, mais vous avez examiné des conceptions de la liberté. La première conception, je l'ai évoquée, c'est la liberté comme absence de contrainte, que moi j'appelle la conception métaphysique de la liberté. Pourquoi? Parce que d'après cette conception, l'homme est libre, mais de façon absolue. Vous pouvez l'argumenter avec qui, par exemple?
cette idée que l'homme est libre de façon absolue, pleine et entière, Descartes, vous vous en souvenez? Non seulement Descartes, mais tous les théoriciens de ce qu'on appelle le libre arbitre. Tous ces auteurs, ils disent quoi? L'homme est libre parce que par cette faculté distinctive de l'animal, qui s'appelle libre arbitre, l'homme a un pouvoir d'autodétermination. Traduisez, libre arbitre égale pouvoir d'autodétermination, ça veut dire quoi? La capacité à agir, mais selon sa seule conscience et selon sa seule volonté et en l'absence de toute forme de contrainte interne ou externe. Non seulement les théoriciens du libre arbitre, mais dans l'existentialisme athée de Jean-Paul Sartre. Sartre aussi, il parle non seulement de liberté absolue, mais d'ailleurs, il parle chez l'homme de hyper-liberté. Hyper-liberté pour dire quoi? Que l'homme est bénéficiaire d'une liberté excessive, illimitée, totale, sans borne. Pourquoi? Sartre est un athée, ne l'oubliez pas, qui considère que l'homme n'est pas une créature ayant à obéir au commandement d'un créateur. Et donc, si l'homme est libre de façon excessive, illimitée, Sartre dit c'est une conséquence du fait que, dès le départ, l'homme vit dans le délaissement. Prenez délaissement au sens le plus terre à terre. Mes amis, être délaissé, c'est être abandonné. Pourquoi abandonné? J'ai dit il est un athée et il considère donc que dès le départ, l'homme est orphelin de Dieu, pour ainsi dire. Et donc dans un monde où il n'y a pas de Dieu, l'homme devient à lui-même son propre Dieu et Sartre enseigne que l'homme doit porter sur ses épaules l'entière liberté et l'entière responsabilité de son existence. C'est pourquoi Sartre dit, j'ouvre les guillemets, si l'homme n'est pas définissable, c'est parce qu'au départ, l'homme n'est rien. Il ne sera que ensuite, et il ne sera que ce qu'il a lui-même choisi d'être. Fin de citation. Une manière pour Sartre de dire, j'ouvre d'autres guillemets, nous sommes condamnés à être libres. Pourquoi condamnés? Parce que n'ayant pas choisi de venir au monde, cependant libres, parce qu'une fois là, nous ne sommes que l'inventeur et l'architecte de nos propres existences. Et Sartre dit, nul ne peut échapper au poids de sa liberté et de sa responsabilité. Il dit qu'on le veuille ou non, nous avons tous les mains sales. Parce que Sartre dit que Dieu existe, qu'il n'existe pas, il ne change absolument rien à ce qu'il ne viendra pas passer mon bac à ma place. Ça veut dire quoi? Que l'homme, il se définit par le choix. Et tant qu'il peut choisir, et il peut toujours choisir, il est fondamentalement libre. Vous connaissez le célèbre jeu de mots de Sartre. Même ne pas choisir. Même ne pas choisir, c'est choisir de ne pas choisir, et choisir de ne pas choisir, c'est encore choisir. Vous vous rappelez sa phrase scandaleuse lorsque la France en 1940 était envahie par les troupes nazies de Hitler. Certains l'ont insulté parce que Sartre a osé aller à la radio pour dire nous autres Français, nous n'avons jamais été aussi libres que sous l'occupation allemande. Les gens se demandaient est-ce que ce philosophe est devenu fou? Comment un pays dominé, envahi par les troupes nazies qui ose dire nous n'avons jamais été aussi libres que sous l'occupation allemande? Sartre dit ce que je dis signifie simplement que nous avons le choix entre capituler, démissionner, accepter la défaite ou nous mobiliser et nous battre pour chasser l'ennemi français. Et tant que nous avons le choix entre nous battre ou démissionner, le destin de la France est entièrement entre les mains des Français. Mais dans une deuxième conception, vous avez tenté, j'ai envie de dire, de mettre un peu d'eau dans le bissap. Pour ne pas dire dans le vin comme disent les Français. Vous avez mis un peu d'eau dans le bissap en disant, oui, c'est vrai que l'homme a une part et une marge de liberté. Mais est-ce qu'il est libre de façon pleine et entière? Est-ce qu'il peut agir vraiment sans aucune forme de contrainte? Des auteurs disent très clairement cette liberté absolue est une chimère, ça veut dire elle est une illusion. Pourquoi? Parce qu'ils disent que l'homme, le veuille ou non, il est un être de nature engagé aussi dans un processus de relation sociale avec ses semblables. Et par ce double statut d'éléments de la nature, engagé dans des rapports sociaux avec ses semblables, l'homme, qu'il le veuille ou non, il subit des contraintes multiformes, faisant que, même s'il est libre, c'est une liberté restreinte, bornée, limitée, mais jamais pleine, jamais entière, jamais excessive.
Spinoza, il dit le fait que je sois un élément de la nature fait que, par exemple, le milieu physique extérieur exerce forcément une contrainte sur moi. Je ne m'habille pas de la même façon selon que je me réveille à Sangalkam ou selon que je me réveille à Verkhoyan en Russie où il fait moins 11 degrés au moment où nous parlons. Donc, que je le veuille ou non, le milieu physique extérieur exerce une contrainte sur moi. Donc, c'est un déterminisme physique. Spinoza dit ce qu'il y a d'animal, mes instincts, mes pulsions, très souvent je suis leur esclave, je n'arrive pas à leur résister. Malgré la voix de la morale, malgré la voix de la religion, je cède à ces instincts et à ces pulsions. Pour dire quoi? C'est un autre déterminisme, mais un déterminisme biologique. En plus de ces déterminismes physiques, naturels, extérieurs, biologiques, Spinoza dit « Je suis un être social et vivre en société, c'est rencontrer la présence des normes qui sont un obstacle et une limitation à ma liberté. » C'est un déterminisme sociologique. Nous venons de dire qu'avec les manifestations de l'inconscient, je me crois libre là où je suis esclave. C'est un déterminisme psychologique. Dans le cours sur l'État, les lois de l'État sont une limite à ma liberté. C'est un déterminisme politique. Bref, tous ces déterminismes font dire à Spinoza qu'en réalité, c'est une illusion de prêter à l'homme une liberté absolue. Et Spinoza dit, mais seul Dieu est libre. Pourquoi seul Dieu est libre? Parce qu'il dit Dieu est une nature, que Dieu est une nature naturante. Là où l'homme, est une nature naturée par qui? Par la nature naturante qui est Dieu. Et donc il dit seul Dieu qui est nature naturante et non pas nature naturée peut revendiquer de la liberté. Mais l'homme qui est une nature naturée par la nature naturante qui est Dieu, il est esclave et en tant que tel, il n'a aucune forme de liberté. Je ne sais plus, c'est l'autre qui disait en fait que même la phrase par laquelle je proclame ma liberté, de toute façon, est une déclaration d'esclavage à une langue et à sa grammaire. Parce que c'est l'autre qui rappelait qu'en fait, quand je dis je suis libre, j'ai été esclave de l'orthographe, de la syntaxe et de la grammaire française en disant je suis libre. Et donc j'ai été esclave d'une langue et de sa grammaire pour proclamer ma liberté. Maintenant, dans le cours sur l'État, avant qu'on ne revienne rapidement sur le domaine numéro 1, qui est très clair dans vos têtes, au point qu'on en parlera brièvement. Donc, dans le cours sur l'État, je ne reviens pas aux belles définitions que vous avez, répondant de manière pertinente à la question « Qu'est-ce que l'État ?» Je me contenterai de vous signaler les 3 éléments essentiels constitutifs de l'État. Même si vous avez oublié le jour de l'examen la définition qui est dans le cahier, vous vous souviendrez que un État, c'est une population, un État, c'est un territoire, un État, c'est une autorité politique. Et donc, de manière très simple, en combinant ces 3 éléments, autorité politique, population, territoire, qu'est-ce que l'État? C'est une autorité politique s'exerçant sur une population à l'intérieur d'un territoire bien déterminé. Quel rapport l'État entretient-il avec la liberté de ses membres? Je n'insiste pas, vous venez de faire le cours sur l'État. Et donc, à cette question des relations entre État et liberté, vous avez répondu en disant qu'il y a principalement 2 approches. C'est bien ça? Une approche disant, avec Spinoza, que le but de l'État n'est rien d'autre que la liberté. C'est Spinoza qui écrit: la liberté est la fin dernière de l'État. Et lorsque Spinoza écrivait la liberté est la fin, ça veut dire le but ultime, la fin dernière de l'État, cette idée sera reprise par tous les théoriciens du contrat. John Locke, Grotius, Pufendorf, mais vous ne retenez que Jean-Jacques Rousseau ou bien Thomas Hobbes. Rousseau, théoricien du contrat social fondateur de l'État, lui, il dit oui, le but de l'État, c'est bien sûr la liberté. Mais Rousseau commence par constater une contradiction, laquelle, c'est que si l'homme est né libre, contrat social, chapitre 1, livre 1, première phrase, si vous n'avez fait que ouvrir, éplucher. L'homme est né libre, mais il est partout.
Ah, mais bon Dieu, enfin. L'homme est né libre, mais il est partout dans les fers. Pour dire quoi? Que si à l'état naturel, l'homme ne dépend pas de son semblable, dans tous les états, l'homme a perdu cette liberté. Et Rousseau dit, c'est pas normal. Quelqu'un qui est né libre devrait continuer à être libre. Donc Rousseau dit, mon travail à moi sera d'imaginer, de concevoir un type d'état dans lequel l'homme puisse se retrouver, mais cette liberté naturelle et originelle. Et vous le savez, chez Rousseau, le type d'état qui va rendre à l'homme sa liberté naturelle et originelle, c'est l'état démocratique engendré par le contrat social. Je ne vous demande pas de le retenir parce que même vieux que je suis, ma mémoire est plus alerte que les vôtres, mais Rousseau dit, j'ouvre les guillemets, il s'agit par ce présent contrat de trouver une forme d'association qui défende et protège de toute la force commune la personne et les biens de chaque associé, en sorte que chacun s'unissant à tous n'obéisse pourtant qu'à lui-même et reste aussi libre qu'auparavant. Fin de citation. Ce qui vous intéresse et vous interpelle normalement, quand Rousseau dit « chacun s'unissant à tous n'obéit pourtant qu'à lui et reste aussi libre qu'auparavant ». Moi, j'ai bien envie de demander comment est-il possible d'être uni aux autres, mais d'obéir à moi seul et d'être aussi libre, mais qu'avant que je ne sois uni aux autres. La réponse de Rousseau, elle est très claire. Cela est possible du fait que dans l'état démocratique engendré par le contrat social, celui qui gouverne, qu'il appelle le prince, son pouvoir lui vient de la volonté générale. Et Rousseau dit, le prince lui-même, il n'est là que pour veiller à la bonne application des lois. Mais de quelles lois? Non pas comme dans nos républiques africaines bananières, des lois imposées par une assemblée nationale acquise à la cause de celui qui gouverne. Non, Rousseau dit, dans cette république démocratique, les lois auxquelles j'obéis sont des lois à l'élaboration desquelles moi-même citoyen j'ai pleinement participé. En sorte que quand j'obéis au prince, j'obéis à la loi, mais c'est comme si j'obéis à une loi de ma propre raison. Quand j'obéis à une loi de ma propre raison, c'est comme si j'obéis à moi-même. Et quand j'obéis à moi-même, je ne suis esclave de personne, je reste entièrement libre. Donc Rousseau vous dit, ce que vous chantez par cœur, l'obéissance. L'obéissance, même M. Guy s'en souvient, c'est réminiscence de terminal. L'obéissance à la loi. L'obéissance à la loi que l'on s'est prescrite est liberté. Donc, qu'est-ce qui est important ici? C'est que Rousseau, il lève l'opposition entre obéir et être libre. Rousseau montre qu'il n'y a pas de contradiction entre être soumis aux lois et être libre. Parce que vous et moi, nous avons le sentiment que là où j'obéis, je ne suis pas libre. Rousseau dit c'est le contraire. C'est là où je n'obéis à aucune loi que je ne suis pas libre. Rousseau dit, quand quelqu'un dit je suis libre, Rousseau dit il n'est pas libre, c'est un libertin. Et un libertin, il vit dans le libertinage, et le libertinage est liberticide, il tue la liberté. Manam Rousseau nee na ku ma neex laay def daa fekk ñi ci des defuñu leen neex, sinon doo ko tal ba mën def yow la neex. Donc Rousseau dit être libre implique la responsabilité. Donc la loi n'est pas ce qui m'empêche d'être libre, mais elle est le fondement, elle est la condition de possibilité de toute véritable liberté. Là où il n'y a pas de loi, vous le verrez dans le contrat social, consacre ce qu'il appelle le règne de ce qu'il appelle le droit du plus fort, par lequel, comme dans la jungle chez les animaux, les plus forts écrasent les plus faibles. C'est là où il n'y a pas de loi qu'il n'y a pas de liberté, et c'est là où il y a loi qu'il y a une authentique et véritable liberté. Chez Thomas Hobbes, l'État ne vise pas la liberté. Il vise quoi? La paix et la sécurité. Rousseau est un optimiste qui pense que l'homme est naturellement bon, naturellement raisonnable. Et quel est le régime politique qui lui convient? La démocratie, parce qu'il comprendra que c'est de son intérêt que de se soumettre aux lois. Hobbes, c'est le contraire d'un optimiste. C'est un
Le contraire d'un optimiste, c'est un pessimiste qui dit Rousseau, tu n'as rien compris à l'homme. L'homme n'est ni bon, ni raisonnable, mais au contraire, vous le savez très bien. L'homme est un loup pour l'homme. Donc il est naturellement méchant, violent, cruel, égoïste. Laissé à lui-même, il ne se soumettra à aucune loi. Et que seule la peur que lui inspire le Léviathan le contraindra à renoncer à son égoïsme pour garantir non pas la liberté, mais la paix et la sécurité. L'approche opposée à celle-là, qui dit que le but de l'État c'est la liberté, vous la connaissez. Ce sont ces auteurs et courants de pensée qui disent au contraire, l'État n'a jamais été là pour rendre possible la liberté, mais ils disent l'État a toujours été un fossoyeur, un négateur des libertés individuelles. Je n'insiste pas, je fais allusion à Karl Marx et à Engels, je fais allusion à Mikhail Alexandrovitch Bakounine et aux anarchistes. Je n'ai pas besoin d'entrer dans les détails. Apparemment, oui. Chez Marx, pourquoi l'État ne rend pas possible la liberté? Parce que Marx dit l'État consacre et consacrera toujours la domination de la majorité par la minorité des gouvernants. N'oubliez pas, Marx nous dit de l'Antiquité grecque jusqu'à la fin des temps dans toutes les sociétés de classe sociale. Celle des pauvres, celle des riches, celle des dominants, celle des dominés, celle des gouvernants, celle des gouvernés, celle des exploitants et celle des exploités. De quel côté est l'État? Il répond, Marx, en disant au service exclusif des intérêts de la classe gouvernante et dominante. Ça veut dire quoi? Que l'État, sous la forme telle que l'État a toujours existé, il dit ce n'est qu'une continuation déguisée des rapports d'exploitation de l'homme par l'homme. Marx dit, quand est-ce que les hommes seront libres? Lorsque progressivement l'État va dépérir, ça veut dire mourir lentement et sûrement, pour céder la place à quoi? À une société communiste, dans laquelle partage équitable des biens et des richesses, mais avant que n'advienne cette société communiste, l'État est au service de l'exploitation de l'homme par l'homme et il ne consacre pas la liberté du prolétariat. La critique des anarchistes, le chef de file, je viens de dire, c'est Mikhail Alexandrovitch Bakounine. Lui, il dit, si je devais le reformuler en tout cas, que l'État est une duperie, ça veut dire une tromperie. Ça veut dire que l'État est même une escroquerie intellectuelle. Pourquoi? Parce que Bakounine dit, on me fait croire que l'État est indispensable à ma vie, à ma paix, à ma sécurité, à mon éducation, à ma santé. Il dit ça, ce n'est que le visage apparent, faux et mensonger de l'État. Entre guillemets, Bakounine dit, tirez le rideau, qu'est-ce que vous voyez derrière tout État? Une machine administrative bureaucratique. Mais surtout, dit-il, un ensemble de moyens de coercition, ça veut dire de répression. Police, armée, gendarmerie, quelle est leur finalité? Réponse de Bakounine, écraser l'individu, le broyer et le priver définitivement de toute forme de liberté. Si Bakounine parlait Wolof, on aurait dit qu'il assimile l'État à un dème, à un mangeur d'hommes, comme tous les peuples et Diola. Hein? Bakounine dit, j'ouvre les guillemets, l'État est un monstre dévorant qui se nourrit de sacrifices humains. Vous voyez comment les termes sont forts. Et quand il dit l'État est un monstre dévorant qui se nourrit de sacrifices humains, il ajoute l'État c'est l'immolation. L'immolation c'est le sort qu'on va réserver aux moutons de la Tabaski. L'État c'est l'immolation de l'individu. Il ajoute l'État c'est la négation complète de la vie. Pour dire quoi? Que tant que l'État est là, je ne suis pas libre. Quand je serai libre, c'est qu'au préalable et de manière violente, l'État aura été effacé de la surface de la terre. Parce que Bakounine dit sans État, les hommes sont suffisamment intelligents pour s'auto-organiser et qu'ils n'ont pas besoin de la machine répressive et liberticide de l'État. Maintenant, dans le domaine numéro 1, il s'agissait bien sûr de la réflexion philosophique, et domaine dans lequel, pour l'essentiel, vous avez cherché à répondre à une question
Et la question à laquelle vous avez cherché à répondre n'est autre que la question « Qu'est-ce que la philosophie ?» Je n'ai pas besoin d'entrer dans les détails, mes enfants. Dans « Qu'est-ce que la philosophie ?» vous êtes arrivé à 4 étapes. Première étape, qu'est-ce que la philosophie? Réponse, elle n'admet pas de définition unanime et universelle. Et après avoir dit, que la philosophie n'admet pas de définition unanime et universelle, vous avez cherché à répondre à l'autre question, qu'est-ce que n'est pas la philosophie? Et à la question, qu'est-ce que n'est pas la philosophie? Vous avez répondu en disant que étymologiquement, la philosophie n'est pas la possession du savoir, elle n'est pas la possession de la sagesse. On est d'accord? Parce que vous avez dit que la philosophie est amour. Et là où il y a amour, il n'y a pas de possession. Là où il y a amour, il y a vide, il y a absence, il y a manque. On est d'accord? Et comme dit Platon, mais vous le savez, c'est banal, en général, je ne désire pas ce que je possède, mais en général, on ne peut désirer que ce que l'on n'a pas. C'est pourquoi les hommes ont 2, 3 ou 4 femmes. Et donc, en disant que la philosophie est les filles du manque, cela veut donc dire quoi? Que si la philosophie est seulement amour du savoir, cela veut dire que le philosophe, il est celui qui est désireux de savoir, il est celui qui est désireux d'être sage, mais sans jamais s'installer définitivement ni dans la possession de ce savoir, ni dans l'acquisition de cette sagesse. Et donc, quand vous avez cherché à répondre à la question « Qu'est-ce que n'est pas la philosophie ?» étymologiquement, vous avez dit « Elle n'est pas la possession du savoir, elle n'est pas la possession de la sagesse. » Deuxième étape. Troisième étape, vous avez dit « Si la philosophie n'est pas un savoir », vous vous rappelez celui qui illustre, c'est Socrate, non? Cette idée que la philosophie n'est pas un savoir, que le philosophe n'est pas seul détenteur d'un ensemble de connaissances. Vous vous rappelez Socrate? Philosopher, c'est commencer par reconnaître quoi? Par reconnaître son ignorance, très bien, par reconnaître en tout cas sa pauvreté en matière de connaissance. Vous vous rappelez Vladimir Grégoriev? J'ouvre les guillemets. Le philosophe n'enseigne pas, car il ne sait pas. Après avoir dit, le philosophe n'enseigne pas, car il ne sait pas. Il ajoute, il ne possède pas la vérité, celle-ci n'étant pas un savoir transmissible. Le philosophe démolit les fausses certitudes de celui qui croit savoir et le rend ainsi disponible à la réflexion. Fin de citation. Si vous m'avez bien écouté, lorsque Vladimir Grégoriev dit le philosophe n'enseigne pas, pourquoi il dit car il ne sait pas? C'est très clair, non? Il ajoute en disant le philosophe ne possède pas la vérité. Qu'est-ce qu'il fait? Réponse, il démolit les fausses certitudes de celui qui croit savoir et le rend ainsi disponible à la réflexion. L'expression « il démolit », démolir ça veut dire quoi? Détruire. Qu'est-ce qu'il détruit? Les fausses certitudes. Les fausses certitudes de qui? Celui qui croit savoir et le rend ainsi disponible à la réflexion. Donc, troisième étape, vous avez montré que si la philosophie n'est pas un savoir, si la philosophie n'est pas une accumulation de connaissances, elle est seulement quoi? Activité de réflexion, activité de remise en question. Oui ou non, mes amis? Et pourquoi la philosophie est activité de réflexion? Parce qu'elle repose sur un double mouvement. Un mouvement de critique, de rejet, mais ensuite d'argumentation et de reconstruction. Donc, dire que la philosophie repose sur ce double mouvement, par lequel le philosophe commence par faire table rase. Donc, j'ai dit, il détruit, mais ayant détruit, qu'est-ce qu'il fait? Il reconstruit, mais il reconstruit de façon rationnelle. C'est pourquoi, plus tard, l'activité philosophique elle-même reposera sur ces trois piliers que le doute, l'étonnement et le questionnement. Vous vous rappelez Roger Paul Droit? Prenez note. Roger, P-O-L,
Paul, c'est pas P-A-U, mais P-O-L. Roger Paul, trait d'union, droit. J'ai dit, mon ami, on prend note de ce que dit Roger Paul. Roger Paul, droit. Il est journaliste, écrivain, mais professeur de philosophie à Paris, Sorbonne. Si vous voulez voir ceux qui ont Canal chez eux, il y a la chaîne franco-allemande qui s'appelle Arte. Tous les dimanches matin, il anime une émission de philo là-bas. Il s'appelle donc Roger Paul Droit. Je fais ces précisions parce que vous avez l'habitude de penser que la philosophie est une affaire de mort. Elle n'est pas une affaire de mort, elle est une affaire de vivant. Mais Didier, pourquoi j'ai ce grincement-là? Oui, c'est possible, mais c'est vrai qu'il sonne sans arrêt, mais là, non. Bon, je ne sais pas. D'accord. Ça doit être là-bas, c'est à son niveau. Donc, Roger Paul Droit, dans un ouvrage qui s'appelle La Compagnie des philosophes. La Compagnie des philosophes. Vous notez ça? Ça vous permet après de cliquer sur votre portable. Vous mettez Roger Paul Droit, La Compagnie des philosophes, extrait, et vous avez de longs extraits qui vous permettent d'illustrer vos dissertations et commentaires. Parce que le texte est très facile de la façon dont il est écrit. Donc, vous ouvrez les guillemets. Les philosophes ne sont ni des poètes. Les philosophes ne sont ni des poètes, ni des mages, M-A-G-E-S. Les philosophes ne sont ni des poètes, ni des mages, ni des chamans. Ni des poètes, ni des mages, ni des chamans. Mais simplement des aventuriers de la raison. Ils ne sont ni des poètes, ni des mages, ni des chamans, mais simplement des aventuriers de la raison. C'est bien ça? 2 points. 2 points. Douter à l'infinitif, D-O-U-T-E-R. Douter, virgule. Soupçonner, c'est dit. Douter, soupçonner. Je dis c'est dit. Bala poli di bindi ñaari est quoi soupçonner, hein? Douter, soupçonner, virgule, réfuter, virgule, récuser. Douter, soupçonner, réfuter, récuser. Virgule, argumenter, démontrer, clarifier. Argumenter, démontrer, clarifier. Virgule, établir. Argumenter, démontrer, clarifier, établir. Vous mettez point de suspension. Point de suspension. Voilà leur tâche de toujours. Voilà leur tâche, la tâche des philosophes. Voilà leur tâche de toujours. Point à la ligne, toujours dans la citation. Toujours des aventures de parole. Toujours des aventures de parole résonantes. Résonantes, R-A-I, non pas R-E accent grave. Toujours des aventures de parole résonantes. 2 N, hein? T-E-S. Les rassemble puis aussitôt les sépare. Toujours des aventures de paroles résonantes, les rassemble, puis aussitôt les sépare. Fin de citation. Donc si nous relisons, vous êtes d'accord que ça exprime ce que j'ai appelé le double mouvement de destruction, de critique, de rejet, mais ensuite de reconstruction. On est d'accord? Le premier groupe de verbes, douter, soupçonner, réfuter, récuser. Tous ces verbes expriment quelle idée? Tous ces verbes renvoient à quel champ sémantique? Douter, soupçonner. Il monte plus fort, réfuter, récuser. Tous ces verbes expriment quelle idée? Oui, le rejet, la destruction. Le deuxième groupe de verbes, argumenter, démontrer, clarifier, établir. Ces verbes expriment quoi? La reconstruction.
Et c'est pourquoi je vous ai dit que plus tard, la philosophie reposera sur le doute, l'étonnement et le questionnement. Mais je vous avais dit que douter, s'étonner, questionner fait la différence entre le philosophe et celui-là qui ne philosophe pas et que vous appelez l'homme du sens commun. Pourquoi un tel homme presque ne doute pas, ne s'étonne pas et ne pose pas de questions? Parce qu'il est tellement familier au monde qu'il croit le connaître. Pour l'homme du sens commun, le monde n'est pas un objet d'interrogation et de réflexion. Au contraire, j'ai dit, il est tellement piégé par la familiarité qu'il entretient avec ce monde qu'il croit définitivement le connaître. Vous voyez toutes les métaphores dans nos sociétés, Magday tok di gis, etc. nga taxaw do gis, dem na fep gis na lepp xam na lepp. Donc l'homme du sens commun, il pense que la sagesse elle est liée aux cheveux blancs. Le philosophe il dit attention, on peut avoir les cheveux blancs et être un parfait crétin. Donc la sagesse n'a rien à voir avec le nombre d'années vécues, mais elle est fortement liée à notre capacité de réflexion et de remise en question. Ce qui a permis par la suite, et c'est là vraiment où je finis, de reconnaître que la philosophie n'est pas le mythe, que la philosophie n'est pas la religion, que la philosophie n'est pas la science. Qu'est-ce que la philosophie? Je réponds en disant, c'est cette aventure de l'intelligence dans laquelle, mais l'homme cherchant à se connaître lui-même, tente d'avoir une idée compréhensive des relations qu'il peut entretenir avec le monde. Ça veut dire simplement ce que disait Arthur Schopenhauer. C'est Arthur Schopenhauer qui disait quoi? Excepté l'homme, aucun autre animal ne s'étonne de sa propre existence. Et lorsque Schopenhauer vous disait excepté l'homme, aucun autre animal ne s'étonne de sa propre existence, il ajoutait pour tous les autres animaux, c'est une chose si naturelle qu'ils ne la remarquent même pas. Ça veut dire quoi? Que la philosophie est ce qui réconcilie l'homme avec son humanité. Et c'est pourquoi elle n'est pas le mythe, elle n'est pas la science, elle n'est pas la religion, parce que c'est l'homme qui s'interroge sur lui-même et qui se demande, moi homme, qui suis-je? Pourquoi je suis là? Où est-ce que je vais? Y a-t-il une vie après la mort? Ou comme dit Albert Camus, première phrase du mythe de Sisyphe, la vie elle-même vaut-elle la peine d'être vécue? Socrate vous dira non, parce que vous vous rappelez très clairement que Socrate est le premier à nous faire comprendre qu'il n'y a pas de valeur à attacher à la vie. Pourquoi? Parce qu'il nous enseignait que cette vie-là, elle est marquée par l'évanescence et par la fugacité. Et la véritable demeure du philosophe n'est pas ce monde-là, mais dans le monde intelligible. C'est pourquoi vous vous rappelez que Socrate vous disait, mais qu'il n'a pas peur de la mort. Pourquoi? Parce qu'au contraire, pour lui, la mort, mais c'est cet instant par lequel définitivement l'âme se libère de la prison du corps. Vous vous rappelez Socrate leur disant, quand vous aurez fini de me tuer, mais ce que vous allez mettre dans ce tombeau, c'est mon corps. Mais à peine vous l'aurez enfoui, que mon âme va s'en échapper pour retourner d'où elle vient. Je n'ai pas peur de la mort parce que moi, Socrate, je suis devenu immortel. Et si vous étiez intelligent, vous auriez compris qu'il n'y a aucun sens à me tuer parce que moi, j'ai déjà semé les graines de la philosophie dans la conscience de centaines de dizaines et de milliers d'Athéniens. Vous tuez un Socrate, mais dans 10 ans, dans un siècle, dans 200 ans, mais 1000 Socrates vont germer de par le monde. Conséquence, comme j'ai l'habitude de dire, la mort de Socrate, c'est une défaite de la mort et une victoire de la vie. Socrate est immortel, il ne saurait mourir parce qu'il a tué son corps. Mais moi, j'ai beau adhérer au Socrate, je dois vous avouer que je n'ai pas encore totalement tué mon corps. Il me fait souffrir et en tant qu'il me fait souffrir, j'ai le droit de me taire. Et comme je disais à certains d'entre vous, nous devons apprendre, nous tous Sénégalais, parce que nous sommes au pays du bavardage où il y a 1000 expertises, où chacun croit savoir, on doit retrouver la vertu du silence. Rappelez-vous les anciens Grecs qui habitaient la cité de la Laconie. Laconie, en expression française, vous entendez dire être laconique, ça veut dire être bref. Ces gens-là, vous savez mes amis, ils se réveillaient le matin, allaient à l'école, allaient à l'université pour apprendre non pas des mathématiques, non pas de la philosophie et de la biologie, mais pour prendre des cours de silence. Des cours de silence. Parce qu'ils avaient compris qu'il n'y a rien de plus bavard qu'une lèvre au repos. Et c'est pourquoi je cesserai de bavarder et je laisserai mes lèvres au repos. Et je vous dis vraiment merci, merci, merci. S'il vous plaît, encore des applaudissements pour l'excellent Souhaibé Diouf. Alors, professeur, on vous laisse boire. Alors, comme vous le savez, donc, il a fait faire la synthèse.
Donc, comme chaque année aussi, il donne des conseils aux élèves par rapport au sujet à traiter lors du baccalauréat. Donc, après avoir peut-être bu de l'eau, prendre un peu du jus, on va revenir sur ça. Alors, je pense que ça a été une belle synthèse. S'il n'y a pas de questions particulières, donc on va juste laisser les conseils du professeur à votre endroit, comme ça, lui, il s'y connaît bien. Et je pense même que, professeur, vous faites partie des gens qui donnent les sujets. Ah oui, vous ne pouvez pas dire ça, mais c'est la triste réalité. Donc, vous avez la chance de voir devant vous quelqu'un qui s'y connaît. Donc, ces conseils peuvent être très, très importants pour vous. Donc, le mot de la fin, professeur, les conseils, mais surtout aussi les souhaits et les prières. Ok, les conseils, oui, avant, il y en a avant, il y en a pendant, il y en a après. Hein. Donc, avant, quand je dis avant, c'est en cette période, mais surtout quand les choses sérieuses vont approcher. Donc, la dernière semaine qui vous conduit à la date du mardi 4 juillet. Donc, il y a d'abord une précision importante. Ce que vous avez entre vos mains et qui vous paraît très précieux, les portables, l'office du bac dit, j'ouvre les guillemets, j'ouvre bien les guillemets. La simple détention du téléphone portable est une présomption de fraude. Fin de citation. Ils n'ont pas dit l'utilisation. La simple détention du portable est une présomption de fraude. Madame Bossa Tchagoulitam, présomption de fraude. L'autre élément, au plan psychologique et au plan de vos habitudes alimentaires, pour aller vite. D'abord, avant d'y être, bouchez-vous les oreilles de grâce sur ceux qui vous diront l'État est sorti d'Aou, l'État ne reviendra pas, dégna conscience inconscient, dégna liberté, dégna. Même si nous sommes membres et que nous proposons, nous sommes incapables de vous dire le sujet qui sortira. Parce que quand je propose un sujet, il y a quelqu'un, l'inspecteur général de la philosophie, qui prend le sujet, qui le reformule pour éviter que je ne le donne à mes élèves. Et c'est lui-même qui le saisit, c'est lui-même qui le tire avant qu'il ne soit mis sous les enveloppes. Donc celui qui vous dit, l'État moyen, liberté moyen, l'art moyen, il raconte sa vie, bouchez-vous les oreilles, ça ne sert à rien. De la même manière, quand la date approchera, puisque c'est le 4, à partir du 2, n'ouvrez plus vos cahiers. Arrêtez le lundi pour le 1er au soir, peut-être le 2 qui Fajargi, parce que c'est le meilleur moment pour apprendre. Ne touchez plus vos cahiers, ça ne sert absolument à rien. On vous prend des sujets, refusez de les traiter pour une raison simple. J'étais confiant. Quelqu'un vient me proposer un sujet qui me dérange, qui me bouscule. J'ai le sentiment d'impuissance devant le sujet. Tout est remis en question. Je me dis, mais moi qui croyais que j'étais prêt, il y a un sujet que je ne suis même pas capable de traiter. Ça ne sert à rien. Donc, 2 jours avant l'examen, ne touchez plus à vos cahiers. Ce que vous n'avez pas compris de octobre jusqu'au 2 juillet, ce n'est pas à ce moment-là que vous allez le comprendre. Je ne vous interdis pas d'aller à des synthèses. Mais attention, il y a synthèse et synthèse. J'ai dit tout à l'heure, nous sommes au pays du bavardage et des fausses expertises. Donc, ne vous dispersez pas inutilement à courir derrière des synthèses dont vous n'êtes même pas sûr de l'expertise de ce qu'il est faux. Moi, quand il m'arrive, des élèves viennent me dire, mais monsieur, ce prof, je dis comment il s'appelle, monsieur X. Je dis, il est dans quel lycée? Non, il est dans l'école privée. Je dis, il est dans quel lycée? Non, il enseigne seulement dans les écoles privées. Je dis, lolo. Par prudence. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas bon. Ça ne veut pas dire que celui qui est dans le lycée est forcément excellent, mais au moins, il a été officiellement recruté par l'institution, sans doute qu'il a les compétences requises. Si lui me dit je suis journaliste, je le crois, parce qu'il a des diplômes de journaliste.
Mais un autre qui me tendrait le micro comme à Diourbel, bonjour M. Songué, présentez-vous. Je dis, vous êtes sorti de quelle école? Pour me demander, moi, de me présenter. C'est un anonyme à qui on dit, présentez-vous. Vous ne pouvez pas dire professeur Songué et me demander de me présenter. Qu'est-ce que je vais raconter? Il me dit, quels sont vos sentiments? Je dis, mes sentiments sur ma conférence. Mais retourne à l'école de journalisme, jeune homme. Tu ne peux pas me demander, moi, mes impressions sur ma conférence. Va demander aux autres les impressions qu'ils ont sur ma conférence. Bref, pour vous dire quoi? Ne courez pas derrière des synthèses qui vont vous brouiller parce que vous n'êtes pas sûr de l'expertise de ceux qui font ces synthèses. Maintenant, quand arrive la veille de l'examen, le 3, ne changez pas vos habitudes alimentaires, ne changez pas vos habitudes de sommeil. Si vous êtes un oiseau de nuit, un noctambule comme moi, qui ne peut travailler que la nuit et qui se couche tard, qui ne se couche jamais avant minuit, attendez minuit pour aller au lit. Vous allez à 21h, le corps c'est une sorte d'horloge bien réglée. Tant que minuit jotul, il ne dormira pas. Mais la conséquence, vous vous réveillez ankylosé et engourdi. Vous m'avez compris? Ne changez pas vos habitudes alimentaires. Si comme moi aussi, vous n'êtes capable de rien avaler de bon matin, ne faites pas comme un peul qui se dit c'est le jour de l'examen, je vais me gaver de viande à 6h du matin, comme ça je vais avoir les forces. Vous n'aurez pas les forces. Vous allez agresser l'organisme qui n'est pas habitué à recevoir de la nourriture. Conséquence, vous allez vous mettre à bâiller et à vous étirer parce que vous avez perturbé l'équilibre de votre corps. Donc, si vous mangez très tôt de bon matin, faites-le. Si vous n'avez pas l'habitude, attendez après la première épreuve à midi pour aller avaler quelque chose. Quand vous êtes maintenant dans la salle de classe le jour J, travaillez à votre propre rythme. Ce que fait le voisin à droite, devant, à gauche, derrière, ça ne m'intéresse pas. Da ngay gestu xol sa way 15 minutes moy laaj intercalaire nga ne woy sama ndey man fu ma jëm tout le monde est en train d'écrire. Peut-être que souvent c'est des hors sujet parce que celui qui se débrouille au bout de 20 minutes remplir boy laaj intercalaire mu ngay tari. C'est clair. Donc marchez à votre propre rythme. En philosophie, en tout cas, écrivez entièrement au brouillon l'introduction, c'est indispensable. Travaillez, retravaillez l'introduction. Pourquoi? Parce que c'est le premier contact entre vous et le correcteur. Il faut lui donner envie de continuer à vous lire. Si vous commencez philosophie PHY, ben il se dit, quelqu'un qui ne sait même pas écrire philosophie, je perds mon temps à lire sa copie. Donc, si vous multipliez les fautes d'orthographe, 15 fautes entre les deux et les premières 3 lignes, mais il dit, je lis, mais il y a longtemps qu'il a mis la note quelque part dans sa tête. Donc, écrivez entièrement au brouillon l'introduction, choisissez vos mots, ensuite le développement, ne vous amusez jamais à le faire intégralement. Hein? Vous dégagez les grandes lignes. Thèse, vous dégagez une phrase, phrase de transition, antithèse, vous faites une phrase, synthèse, conclusion, et vous commencez à écrire, vous ne vous arrêtez pas. Les citations, je ne les cherche pas. Elles viendront d'elles-mêmes naturellement. Si elles ne viennent pas, je comprendrai que la philosophie est une activité de réflexion personnelle. Ce n'est pas un défilé de mode d'auteur, comme a dit Kant, comme a dit Rousseau. C'est comme vous avez dit d'abord. Vous avez compris? Donc voilà les conseils que je vous donnerai. En vous souhaitant vraiment plein succès, réussite, et que vraiment tout le monde réussisse de façon massive ici, en remerciant M. Gassama et l'amicale des élèves et étudiants ressortissants de Sangalkam, mais priez que notre partenariat soit périn, que Dieu nous donne, me donne surtout la force d'être là, de continuer à accompagner la jeunesse de mon pays. Comme je dis, ils sont ma drogue et moi, ils me sont indispensables. Donc priez que j'ai les forces de le faire pour d'autres et pour d'autres, même si je sens que mes forces m'abandonnent de plus en plus et que l'heure d'arrêter s'approche à grands pas. Mais en attendant vous, je vous dis merci. Et vous souhaite du fond du cœur, comme j'ai dit, que vous passiez massivement votre baccalauréat. Maintenant, vous savez que je clôture par un grand événement, certains le savent, hein, c'est le dimanche 25, donc après-demain, au monument de la Renaissance. Ceux qui le souhaitent, ils pourraient se rapprocher de M. Gassama et de l'amicale des étudiants de Sangalkam. Je pourrais mettre à leur disposition au moins un bus aller-retour qui va les transporter. Je prends en charge les frais de transport. Ceux qui le veulent vraiment, il faut très vite se rapprocher de M. Gassama pour que le dimanche à 6h30 du matin,
pour que le dimanche à 6h30, vous ayez un point de ralliement. Pourquoi 6h30? Je veux que vous arriviez très tôt et que vous occupiez les premières places au niveau du monument de la Renaissance. Donc il y a des t-shirts, il y a des casquettes, je crois qu'il y a un peu d'eau. Je suis en train de négocier pour que moi, aille bien nous avons un peu de quelque chose à grignoter un peu quand on aura faim, mais mes moyens ne me permettent pas encore d'aller au-delà de la bouteille d'eau, du transport, aller-retour, du t-shirt et de la casquette. Donc en attendant, pour ceux qui viendront, on se retrouve très bientôt, mais pour les autres, je les bénis de mes prières du fond du cœur et en tout cas que tout le monde réussisse. Merci beaucoup. Merci beaucoup infiniment. Merci professeur encore une fois. Je pense que c'était très important. Alors pour les candidats aussi, peut-être vous avez des amis qui ne sont pas venus. Il y a la chaîne YouTube 7 Truth qui va monter donc l'élément. Donc vous pouvez aller sur YouTube, vous abonner. Vous aurez le contenu d'ici 3-4 jours, Inch'Allah, pour partager ça. Encore une fois, merci professeur. Merci beaucoup. Je suis très très content et j'espère que Inch'Allah on aura un grand taux de réussite lors des résultats, Inch'Allah. En tout cas, on vous le souhaite. Merci à Cheikh Guelari. Merci à l'Amical. Merci à tous et bonne chance, Inch'Allah, pour le baccalauréat. We are 7 Truth. 7 Truth Entertainment.